Michelle Laurel Whittaker, âgée de 32 ans, a disparu sans laisser de traces en avril 2002. Sa famille, profondément inquiète, a immédiatement signalé sa disparition à la police. La dernière fois qu'elle avait été vue, c'était près d'un arrêt de voiture en Caroline du Sud. À partir de ce moment-là, ses proches ont entamé une longue et douloureuse attente. Pendant 6 ans, ils ont espéré son retour, multiplié les recherches, prié. Tout en redoutant le pire. Michelle était née le 16 avril 1969, l'une des 5 enfants de la famille. Elle avait grandi dans l'Illinois et avait été une enfant joyeuse, très proche de ses frères et sœurs. Mais en grandissant, les choses ont commencé à se détériorer. Son déménagement à Gastonia, en Caroline du Nord, a marqué le début d'une relation tendue avec sa mère, Laura Andrews. À l'adolescence, les conflits entre elles se sont multipliés. Michelle jugeait sa mère trop stricte, étouffante même. Elle s'est mariée jeune, mais cette première union, marquée par des violences conjugales, n'a duré qu'1 an. Ce mariage toxique a plongé Michelle dans une spirale dépressive dont elle n'est jamais réellement sortie. Après le divorce, sa famille a déménagé à Spartanburg, toujours en Caroline du Sud. À l'âge de 30 ans, Michelle cumulait les blessures de la vie. 3 mariages ratés, une lutte contre l'alcoolisme et une instabilité chronique. Elle enchaînait les petits boulots, surtout comme assistante, sans parvenir à trouver de stabilité. Un soir de 1999, après une journée de travail, elle a accepté l'invitation d'un homme nommé David à passer chez lui. Ce qu'elle pensait être une visite banale s'est transformé en cauchemar. David l'a emmenée de force dans un endroit isolé, où il l'a agressée violemment. Il a été arrêté 1 an plus tard, condamné à 8 ans de prison pour voies de fait et agression. À l'approche de sa disparition, Michelle avait été arrêtée pour conduite en état d'ivresse. Ses parents, désespérés par la descente aux enfers de leur fille, ont pris une décision difficile, demander à la police de la maintenir en garde à vue jusqu'à ce qu'une place se libère dans un centre de désintoxication. Ils espéraient ainsi lui offrir une chance de se reconstruire. Mais Michelle l'a très mal vécu. Furieuse, elle a vu cet acte comme une trahison. Leur relation mère-fille, déjà fragile, s'est encore détériorée. Contre toute attente, Michelle a été relâchée sans avoir reçu le traitement ordonné par le tribunal pour son addiction. C'était le 5 avril 2002. Quelques jours plus tard, elle s'est disputée une nouvelle fois avec sa mère, puis a quitté la maison dans un état de colère. Le 8 avril, l'homme chez qui elle avait trouvé refuge a contacté Laura pour lui dire qu'après une dispute, Michelle avait quitté les lieux et qu'il n'avait plus aucune nouvelle d'elle. C'est ainsi que Laura a compris que sa fille avait disparu. Elle a immédiatement appelé un ami à la police locale pour demander de l'aide. Mais les autorités, habituées aux comportements erratiques de Michelle, ont conseillé d'attendre quelques jours. Ils pensaient qu'elle finirait par revenir d'elle-même. 2 semaines ont passé. Michelle n'est jamais rentrée. Le 21 avril 2002, un rapport de disparition a été officiellement enregistré. Les enquêteurs se sont alors penchés sur ses dernières traces. Grâce à un témoignage local, celui d'un homme du nom de Doug, ils ont appris que Michelle avait été vue pour la dernière fois à un arrêt de voiture. Doug avait croisé Michelle par hasard dans la rue la veille de sa disparition. Il faisait du vélo, s'est arrêté devant un bar, et a entamé une conversation avec elle. Michelle lui avait confié qu'elle s'était disputée avec son compagnon et qu'il l'avait mise à la porte. Plus tard ce soir-là, ils ont visité plusieurs bars ensemble, ont joué au billard, et elle l'a suivi jusqu'à son domicile. Doug affirme l'avoir déposé à un arrêt voiture non loin de là, lui laissant même un t-shirt, un short et un peu d'argent pour le café. Il dit lui avoir souhaité bonne chance, puis être reparti. Son témoignage a fait de lui le principal suspect. Pourtant, après avoir passé un test polygraphique sans anomalie, les soupçons se sont atténués. Un autre homme, celui qui avait accueilli Michelle après sa dernière dispute familiale, a lui aussi été interrogé, mais aucune preuve n'a été trouvée contre lui. Peu à peu, l'hypothèse selon laquelle Michelle aurait quitté Spartanburg pour Myrtle Beach, une ville touristique sur la côte, a pris de l'ampleur. Michelle avait laissé entendre qu'elle voulait s'y installer pour travailler dans des bars ou des restaurants. Mais les semaines passaient, et personne n'avait de nouvelles. L'inquiétude grandissait. Malgré les tensions, sa famille refusait de croire qu'elle serait partie sans un mot. Elle n'avait emporté ni affaires personnelles, ni vêtements, et surtout, elle avait laissé derrière elle son chien adoré. Ceux qui la connaissaient savaient qu'elle ne l'aurait jamais abandonné volontairement. Ses parents ont poursuivi leurs recherches à travers tout l'État. Lorsqu'ils ont reçu une information selon laquelle Michelle aurait été vue sur une plage de Caroline du Nord, ils s'y sont précipités, distribuant des tracts, interrogeant les passants. Mais encore une fois, cette piste s'est révélée vaine. Après 6 mois de recherches acharnées, Laura a commencé à douter de ses propres choix. Elle pensait avoir voulu protéger sa fille, mais elle craignait désormais que les mots qu'elle lui avait dits, après l'agression qu'elle avait subie en 1999, aient aggravé ses blessures psychologiques. Elle regrettait profondément d'avoir insinué que Michelle était en partie responsable de ce qui lui était arrivé. La disparition prolongée de Michelle a poussé la police à envisager qu'elle ait pu être victime d'un crime.
Mais sans indice, ni preuve, ni trace numérique, tout restait incertain. 2 années s'étaient écoulées depuis la disparition de Michel, et l'enquête semblait figée. Plus aucun signalement, plus aucun indice. Mais tout changea soudainement lors du 3e anniversaire de sa disparition. Ce jour-là, la police, accompagnée de Laura Andrews, retourna sur les lieux où Michel avait été vu pour la dernière fois, dans l'espoir que ce pèlerinage ravive l'intérêt du public. Quelques jours plus tard, les chaînes locales diffusèrent à nouveau son histoire. Et contre toute attente, cela provoqua une réaction inattendue. Peu après la rediffusion, les services du gouvernement de Spartanburg reçurent une étrange lettre anonyme. Écrite soigneusement sur un petit papier, elle affirmait que son auteur connaissait l'endroit où reposait le corps de Michel Whittaker. La lettre était accompagnée d'une carte dessinée à la main, indiquant l'emplacement supposé du corps. Ce message, propre et bien structuré, sembla sérieux. Dès le lendemain, les autorités, accompagnées de chiens pisteurs, se rendirent dans une zone boisée située à une trentaine de kilomètres du lieu de disparition. Malgré une fouille approfondie, les chiens ne détectèrent rien, et aucune trace de Michel ne fut trouvée. L'espoir, une fois de plus, s'effondra. L'analyse de l'enveloppe permit toutefois de détecter de l'ADN, suggérant que la lettre aurait été écrite par une femme. Mais l'auteur demeura introuvable. La lettre, même si elle n'avait mené à rien de concret, relança brièvement l'intérêt médiatique, suscitant de vifs débats dans la presse locale. À la même époque, l'affaire d'Anna Satterfield occupait encore l'esprit de nombreux habitants de Spartanburg. Cette coiffeuse de 27 ans avait été brutalement assassinée en juillet 1995 dans son salon de beauté. Malgré des preuves ADN recueillies sur la scène, aucun suspect n'avait été identifié pendant des années. Puis, en 2002, quelques mois après la disparition de Michel, une autre jeune femme disparut, Heather Sellers, 20 ans. Elle fut vue pour la dernière fois en compagnie de son ex-fiancé, Jonathan Vick. Lorsque la police enquêta sur la disparition de Heather, elle découvrit que l'ADN de Jonathan Vick correspondait à celui retrouvé sur les lieux du meurtre de Dana Satterfield. En 2005, soit 10 ans après le crime, Vick fut arrêté. Il n'avait que 17 ans au moment des faits. En décembre 2006, il fut condamné à la prison à vie. Les familles de Michel Whittaker et d'Heather Sellers commencèrent alors à soupçonner un lien entre les deux disparitions. Toutes deux travaillaient dans un restaurant Waffle House. Toutes deux connaissaient Jonathan Vick. Mais malgré des interrogatoires approfondis, aucune preuve ne permit d'incriminer Vick dans ces deux affaires. L'enquête se retrouva dans une impasse. En 2006, à l'occasion du 5e anniversaire de la disparition de Michel, sa famille organisa une cérémonie dans une église à Rock Hill, à une soixantaine de kilomètres de Spartanburg. Laura Andrews refusa de l'appeler un service funèbre. Le corps de sa fille n'avait jamais été retrouvé. Elle s'accrochait à l'espoir, aussi mince soit-il. L'affaire fut alors confiée à un nouveau détective, William Gary, chargé de plusieurs dossiers classés non résolus. Pour lui, l'absence totale de nouvelles de Michel après 6 années, combinée à son absence numérique totale, renforçait la probabilité d'un acte criminel. Puis, en avril 2008, un appel inattendu changea tout. Une femme appela le détective Gary et lui affirma qu'elle savait où se trouvait Michel. Mieux encore, elle affirma qu'elle était en vie. Elle expliqua l'avoir reconnu dans un épisode de l'émission Forensic Files, ainsi que sur un site web créé par sa mère. Selon elle, Michel vivait dans l'Oregon, hébergé chez des amis. Gary, prudent mais curieux, demanda à cette femme une photo de la personne en question. Lorsque son collègue, le détective Wood, vit l'image, il confirma immédiatement l'identité de Michel. La police de l'Oregon fut contactée et se rendit rapidement à l'adresse indiquée. Et dans une étrange coïncidence, le 5 avril 2008, 6 ans jour pour jour après que Michel avait quitté la maison suite à une dispute avec sa mère, un détective appela Laura Andrews. Sa fille était en vie. Sous le choc, Laura ne réalisa pas immédiatement ce qu'on venait de lui dire. Lorsqu'elle raccrocha, des dizaines de questions l'assaillirent. Où est-elle? Comment va-t-elle? Que s'est-il passé pendant toutes ces années? Pourtant, les retrouvailles ne purent avoir lieu immédiatement. La police, respectueuse de la vie privée de Michel, refusa de divulguer sa localisation exacte. Il fallait que ce soit elle qui prenne l'initiative d'appeler. Finalement, le lendemain, Michel contacta sa mère. 2 semaines plus tard, la famille se retrouva à l'aéroport d'Atlanta, après 6 longues années d'angoisse. Michel raconta alors son histoire. Après sa dispute avec sa mère et avoir été déposée par Doug, elle avait envisagé de se rendre à Myrtle Beach, mais avait finalement pris la direction de Las Vegas, puis de la Californie, avant de s'installer dans l'Oregon. Elle expliqua avoir fui une vie qu'elle ne supportait plus. Fatiguée des conflits, des déceptions et de l'instabilité, elle avait coupé les ponts volontairement. Pendant toutes ces années, elle avait vécu sous son véritable nom, persuadée que personne ne la cherchait vraiment. Sa famille, elle, avait tout tenté. Et désormais, c'était une toute nouvelle reconstruction qui s'ouvrait à eux.